Bonsoir à tous. Donc, la Bibliothèque publique d'information est ravie de vous accueillir ce soir pour cette soirée Périple langage d'exil, donc soirée que nous avons construite en collaboration, en partenariat avec l'INALCO et avec les non-lieux de l'exil. Cette soirée qui vient clore le cycle migration de l'INALCO que Marie-Caroline Saglio-Yatnir-Sirski, je suis désolée Marie-Caroline, à chaque fois j'écorche ton nom, vous présentera mieux. Donc, soirée assez riche. Nous allons commencer par cette première table ronde sur les mots de l'exil, modérée par Marie-Caroline, qui vous présentera les autres intervenants. Une interruption, un petit intermède, même un assez grand intermède avec un extrait de la pièce Winter Guest d'Aurélie Ruby, qui nous fait l'amitié d'être là. Et ensuite, la deuxième table ronde sur les images de l'exil, modérée, elle, par Alexandra Galitzine-Lumpé, qui vous présentera, elle aussi, les intervenants. Donc là, dans l'immédiat, je passe la parole à Marie-Caroline, que je remercie. Bonsoir. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là avec nous. Et mes remerciements vont immédiatement à Caroline Reynaud et Jérémy Desjardins qui auront accompagné l'INALCO cette année, l'Institut national des langues et civilisations orientales, dans ce périple aussi de la migration, puisque notre recherche a décidé de monter ce cycle migration en proposant 9 séances tour à tour sur des sujets plus directement politiques, sur des sujets plus littéraires, autour des représentations de l'exil, sur des éléments plus sociologiques autour des migrations. Et voilà donc cette dernière séance dite de clôture, mais nous rebondissons dès l'année prochaine autour des migrations, puisque voilà, notre institut a beaucoup de choses encore à dire et à apprendre autour de ce sujet. Bien sûr, dans un institut qui compte 9000 étudiants, 300 titulaires, et surtout les plus gros départements d'études arabes, par exemple, qui se sent donc très concernés par les événements actuels et qui s'est toujours senti concerné par ces questions des migrations, des échanges et aussi de l'exil. Alors l'exil, c'est peut-être la partie la plus subjective de notre questionnement et je suis également très heureuse aujourd'hui que cette séance se fasse avec le programme Non-lieu de l'exil et je remercie Alexandra Galitzine-Lumpé d'avoir accepté de réfléchir à cette séance, à ces réflexions sur les périples, sur les langages d'exil. Lorsque nous l'avons réfléchi, cette séance, nous sommes interrogés d'ailleurs sur cette notion de périple. Périple qui signifierait peut-être des voyages d'exploration, alors que dans l'exil, il y a bien sûr le péril, plus que le périple. Il y a du danger, il y a la mort, bien sûr, il y a peut-être l'autre versant plus positif avec les métissages, avec les richesses créatrices des rencontres et des rencontres autour de la langue. Mais il faut voir qu'il y a toujours ces deux versants, en particulier lorsque nous parlons avec des personnes qui ont une expérience intime de cet exil. Et c'est pour cette raison que nous avons invité aujourd'hui des collègues de l'INALCO, dont je suis vraiment très heureuse de la présence, également Nisrine Alzareh. Je vais donc vous présenter nos participants qui ont cette expérience tout à fait personnelle de l'exil. Alors, Kadim Djihad Hassan est poète, traducteur, critique littéraire, professeur des universités à l'INALCO, donc dans le département d'études arabes, où il enseigne depuis maintenant bien longtemps. Il est né dans le sud de l'Irak et il a résidé en France en tant que réfugié politique. Il est maintenant naturalisé français. Il a publié beaucoup de recueils de poèmes, dont Les Chants de la folie de l'être et autres poèmes. En général dans la collection d'Actes Sud pour la plupart de ses essais critiques, donc le roman arabe Bilan critique et un très beau livre La part de l'étranger, la traduction de la poésie dans la culture arabe. Parmi ses traductions en arabe, il a traduit Dante, la Divine Comédie, Un captif amoureux, donc le texte de Genet, les poésies de Rimbaud et des œuvres poétiques de Rilke. Enfin, il a traduit en arabe Deleuze et Derrida. Il dirige la collection de traduction de littérature française au projet Kalima et Abu Dhabi. Voilà, donc avec cette palette assez étonnante, je crois, Kadim, que vous nous apporterez aussi cette poésie de l'exil si forte et qu'on a très envie d'entendre. Mourad Yelles, professeur également des universités à l'INALCO en littérature maghrébine et comparée. Comparatiste, anthropologue, ses travaux portent beaucoup sur les phénomènes de métissage des formes, des pratiques, des imaginaires, à travers l'étude des productions orales et écrites dans les champs de la littérature maghrébine d'expression arabe.
arabe maghrébin en l'occurrence, et francophone. Donc Mourad, vous vous intéressez également à des formes d'expression littéraire extra-méditerranéennes. Je sais que vous vous intéressez aux Antilles et à celles qui se produisent aux Antilles et au Canada. Parmi vos publications, et en particulier les récentes, il y a Les Miroirs de Janus, littérature orale et écriture postcoloniale, Culture et métissage en Algérie, et puis un très beau livre plus récent encore, Traduire la pluralité du texte littéraire, qui est paru donc l'année dernière. Donc je crois qu'on pourra aborder la question du métissage en particulier avec vous, Mourad, puisqu'elle vous préoccupe beaucoup dans votre questionnement autour de la traduction et des langues. Et puis Nisrine Alzaré, que nous avons eu le plaisir, enfin j'ai eu le plaisir de rencontrer à l'INALCO autour d'une des séances du cycle Migration, qui est syrienne, qui a obtenu un doctorat en sciences du langage à l'université de Paris 8 et qui ensuite est retournée en Syrie pour enseigner dans les universités de Homs et de Damas, et qui en est partie maintenant avec toutes les questions politiques qui se posent. Elle était déjà très active autour de toutes ces problématiques, entre autres de l'exil, lorsqu'elle était en Syrie. Elle l'est aujourd'hui, elle écrit beaucoup sur ces questions. Elle a encore publié, à partir d'un récent colloque, La guerre des frontières, qui a eu lieu à Paris Diderot, un texte absolument magnifique, et j'espère que nous aurons l'occasion avec elle de revenir sur la langue maternelle. Voilà, alors à travers cette présentation rapide, puisque bien sûr je vais laisser la parole à nos participants, on a soulevé plusieurs questions sur cet exil qui nous ont paru importantes, puisque l'idée donc est de vous parler de ces périples et de ces langages de l'exil. 3 questions essentielles sur lesquelles on va revenir: la langue maternelle, la question des métissages et la question de la traduction et de la transmission. Voilà, je laisse la parole à Mourad Yelez qui va nous introduire dans ces problématiques. Merci. Alors, je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps, donc je vais essayer d'être rapide et bref, autant que possible. Alors, je voudrais introduire mon propos par deux citations, 2 exergues. La première est en arabe. Elle est extraite d'une chanson très connue qui a fait le tour de la planète, qui est devenue un tube planétaire. Et c'est le refrain de cette chanson qui dit « Ya raïh win msafir, troh ta'ya ou twilli, sh'hal nedmou l'abad l'ghaflin, qablek ou qabli ». Traduction: ô toi qui pars, où t'en vas-tu? Tu pars, mais tu finiras par revenir. Combien d'imprudents l'ont regretté avant toi et avant moi. Deuxième citation: et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et lactescents, dévorant les azurs verts où flottaison blême et ravi un noyer pensif, parfois décent. Vous avez reconnu Rimbaud, bien sûr, le bateau ivre. Mon propos s'intitule « Les mots qui brûlent la mer, qui brûlent les mots ». Flambeur, passeur, métisseur d'imaginaire. Cette métaphore baroque en initiale de mon dire peut surprendre. En réalité, elle n'est pas de moi. Ceux et celles qui l'ont inventée n'ont pas de nom, souvent même pas de visage. Et pourtant, ils et elles sont des millions. Des millions de vies en transit, des millions de mémoires pleines de larmes, de souffrances, de violences et d'espoir. Je veux parler ici de ces foules en dérive à travers le monde, ces multitudes de destinées voguant au gré des courants et des vents de l'histoire. Je veux parler ici de ces innombrables traversées humaines, innombrables et uniques, hasardeuses et fabuleuses à la fois, celles qu'entreprennent un jour tous les émigrés, exilés, transfuges, déserteurs, résistants, réfugiés, proscrits, déportés, transbordés, expatriés, mendiants du pain ou de l'amour, quêteurs de savoir ou d'absolu, passeurs de rêves ou d'utopie. Il me faut évoquer ce soir leur étrange et magnifique et terrible ballet, mais avant, leur bûcher devant la mer. Les bûchers que je veux allumer ce soir pour vous illuminent chaque nuit de l'autre côté de la Méditerranée, comme une immense guirlande tout au long des côtes maghrébines. Ce sont les milliers de bivouacs des harragas maghrébins. Dans le lexique de l'arabe journalistique maghrébin, le terme harrag désigne un candidat à l'immigration clandestine. Mais dans la langue vernaculaire, c'est bien plus que cela. Au sens littéral, le harrag est un incendiaire. Mais je lui préfère le terme de flambeur. En français, ce mot implique non seulement l'idée de brûler en émettant de la lumière, nous verrons dans un instant de quelle clarté il peut s'agir, mais également celle d'un risque pris avec panache, d'une forme d'audace extrême, folle pour tout dire, comme à la fameuse roulette russe où l'on accepte de mettre en jeu sa propre vie. Mais que brûle donc le harrag avant de quitter la rive sud? Bien des choses en réalité. Ses illusions, ses peurs, ses hontes, ses révoltes et ses humiliations. Et d'abord ses documents d'état civil, pour ne pas être reconnus ou identifiés. Il s'agit à vrai dire d'une précaution élémentaire que connaissent tous les harragas, c'est le pluriel de harrag. Ce rituel est lourd de signification et de conséquences. En effet, au moment où il met le feu à sa carte d'identité ou à son passeport, le harrag devient un sans-papier, un apatride, un citoyen du monde.
Par cet acte décisif, libérateur autant qu'illégal, il s'affranchit de la pesanteur des généalogies, des affiliations, des appartenances, des obédiences, des allégeances. Il ressemble alors à ce nageur du tiers-état que nous décrit Michel Serres lorsqu'il évoque la traversée du nageur métis. Je cite, « Le vrai passage a lieu au milieu. Quelque sens que la nage décide, le sol gît à des dizaines ou centaines de mètres sous le ventre ou des kilomètres derrière et devant. Voici le voyageur seul. Il faut traverser pour apprendre la solitude. Elle se reconnaît à l'évanouissement des références. Le corps qui traverse apprend certes un second monde, celui vers lequel il se dirige, où l'on parle une autre langue, mais il s'initie surtout à un troisième par où il transite. » Fin de citation. Car la traversée des espaces de l'exil est fondamentalement la traversée des corps, des rêves, mais aussi l'invention de nouveaux espaces poétiques au sens large, une illumination des esprits autant que des âmes. Mais il serait trop simple de penser que cet événement fondateur de la trajectoire de Harrag maghrébin se fait dans l'allégresse. Alors que le crépuscule froid de décembre envahit lentement cette plage d'Afrique du Nord, à Tanger, Oran, Béjaïa ou Tunis, ce bout de terre natale qui s'apprête à quitter peut-être pour toujours, les flammes du bûcher qui achève de consumer son identité de papier dévorent en même temps une part essentielle de sa vie et de sa mémoire. Mais c'est le prix à payer pour inventer de nouvelles utopies, et la lumière de ce bûcher éclaire ainsi les ténèbres de l'avenir qui attend au bout du jour prochain, au bout de la traversée imminente. Car le flambeur d'identité est nécessairement un brûleur de route, mais pas celle des cartes, pas ces splendides autostrades et autres itinéraires balisés où s'engouffrent les foules placides et disciplinées à l'occasion des grandes transhumances estivales sur le regard vigilant des radars ou autres bisons futés. Pauvres foules moutonnières qui traversent à vitesse réglementée les paysages et les cultures exotiques comme autant de décors de cartes postales. Du sourire d'un chat à la fenêtre d'un petit village de l'Algarve, des couleurs mystiques de Grenade au lever du jour, du mystère poétique d'un crépuscule d'été à Fès, de la gravité solaire des ruines de Tipaza ou des ombres grandioses de Carthage, ces multitudes pressées n'auront retenu que le prix du timbre avant le prochain péage. Quant à notre Harrag, avec la première vague qui l'emporte vers le large, dans les remous du moteur ou de la rame qui le tire déjà comme hors de lui-même, il continue d'effacer un à un tous les repères connus. Il incendie les anciens parapets de ce monde périmé désormais derrière lui. Il corrige les vieux portulans sur lesquels on avait tenté de lui enseigner l'ordre du monde. Il inaugure à ses risques et périls de nouvelles trajectoires et avec elles une nouvelle conscience du voyage. Mais de quel voyage s'agit-il ? Voyage vers l'autre, certes, vers l'ailleurs, mais qui ne saurait se concevoir sans un déplacement de soi vers soi, les deux termes n'étant évidemment équivalents ni dans le temps ni dans l'espace. Lorsque les chemins de l'enfant sont brûlés dans la nuit du départ, on sait que l'on a perdu, sans doute pour toujours, le fil d'Ariane qui nous relie au centre de nous-mêmes. Et désormais, les boussoles n'indiquent plus un seul nord. Il faut assumer le décentrement. C'est là la conséquence la plus évidente du départ. Mais avant, nous allions oublier l'essentiel. Le Harrag, lui, ne l'a pas oublié. Car il faut revenir à la veille, à cette veillée du grand embarquement. C'est avant la plage, dans un café miteux, dans une gargote mal famée, où l'on avale le dernier repas chaud. C'est dans le petit square à l'abri du vent où l'on partage la dernière cigarette. Alors l'ancien, celui que la mer a déjà rejeté si souvent que son âme s'est comme tannée, comme boucanée à force de subir les vagues et leurs embruns, celui que les policiers ont déjà reconduit tant de fois menottes au poignet jusqu'à la passerelle de l'avion ou du bateau du retour, celui-là se met à parler. Il raconte à voix basse et les autres l'écoutent. Son visage est grave et il se remémore en même temps qu'il déroule la trame de son histoire, de sa fable. Et les autres le suivent en imagination, il l'accompagne dans ses péripéties, dans chaque détail de sa geste héroïque. Comment était la mer ce jour-là ? Comment était la barque ? Combien ils avaient d'essence ? Pourquoi ils ont dérivé ? Quand les plus jeunes ont commencé à vomir et à être malades ? Où il a fallu se débarrasser des cadavres ? Comment il a bu sa propre urine ? Comment la peau se gonfle et se dessèche sous l'effet du sel et du vent ? Comment un matin la côte est apparue ? Et comment ? Et où ? Et pourquoi ? Toute la nuit jusqu'au petit matin, jusqu'à l'épuisement, la voix du récitant dévidera ainsi le fil du récit fondateur. Et dans l'ardeur douloureuse et flamboyante des métaphores nomades, dans leurs têtes pleines d'étoiles et dans leurs muscles bandés, les Harragas rassemblés auront déjà entamé leur course braconnière. À l'écoute des exploits de l'ancien, ils auront été eux aussi confrontés par avance aux caprices cruels et éternels de cette mer vineuse que décrivait déjà un autre Harrag en perdition il y a de cela des siècles. Citation, « Nous venions de quitter l'île et nulle autre terre n'apparaissait, mais seulement le ciel et la mer, quand le fils de Chronos plaça une nuée noirâtre au-dessus de la nef creuse, et la mer en fut obscurcie, le vaisseau ne courut pas longtemps. Aussitôt vint en sifflant Zéphyr qui tourbillonnait en tempête, la violence du vent brisa les étés du mât l'un et l'autre, et le mât tomba en arrière, et tous les agrès furent précipités dans la sentine. Le mât en tombant sur la poupe fendit le crâne du pilote, lui fracassa tous les os de la tête, et lui, pareil à un plongeur, tomba du gaillard, et son âme vaillante quitta ses ossements,
En même temps, Zeus tonna et lança sa foudre sur la nef. Frappée par la foudre de Zeus, elle tournoya tout entière sur elle-même, s'emplit d'une fumée de soufre et mes gens tombèrent du vaisseau. Semblable à des corneilles, il était emporté par les flots autour de la nef noire et le dieu les priva du retour. Fin de citation, bien sûr, l'Odyssée. Le retour, il n'en est effectivement plus question pour celui qui brûle ses vaisseaux. À quoi bon? Pourquoi s'exposer comme Ulysse à la terrible épreuve des miroirs et des chiens? De toute façon, celui qui s'en retourne n'est que le fantôme de celui qui est parti. Et d'ailleurs, Ithaque n'est plus dans Ithaque. Pas question de retour pour celui qui préfère donner son corps aux poissons plutôt qu'aux vers. Pour le Harrag, durant ces quelques jours d'enfer, au fond de sa patera ou de son boti, la tragédie se joue au large, dans la solitude et la terreur des commencements. Mais cette tragédie apparemment absurde ne peut prendre sens que si nous acceptons de nous l'approprier, que si nous l'habitons à notre tour. Dans sa poétique de la relation, Édouard Glissant évoque la déportation des millions d'esclaves africains. Il ressuscite la figure de l'un d'entre eux et revient ainsi son expérience cruciale au fond du bateau négrier. Citation: « Une barque, selon ta poétique, n'a pas de ventre. Une barque n'engloutit pas, ne dévore pas. Une barque se dirige à plein ciel. Le ventre de cette barque se te dissout, te précipite dans un non-monde où tu cries. Cette barque est une matrice, le gouffre matrice, génératrice de ta clameur, productrice aussi de toute unanimité à venir. Car si tu es seul dans cette souffrance, tu partages l'inconnu avec quelques-uns que tu ne connais pas encore. Cette barque est ta matrice, un moule qui t'expulse pourtant, enceinte d'autant de morts que de vivants en sursis. » Fin de citation. Cette magnifique allégorie de la barque matrice est-elle transposable dans le cas du Harrag? Certes, l'émigré clandestin n'est pas un esclave, un transbordé contraint par la violence d'embarquer sur le navire négrier. Et pourtant, ne peut-on pas considérer que le brûleur des mers est lui aussi, d'une certaine manière, une sorte d'esclave de la mondialisation, contraint de quitter son pays pour aller travailler dans les nouveaux domaines de la traite globalisée? Mais alors, à l'image de ce qu'a pu vivre l'esclave africain au fond de sa cale, ce qui s'est réalisé là grâce au Harrag, sur ce bout de bois flottant au cœur de la Méditerranée, dans ce creuset d'humanité ballotté par les houles, entre des hommes que rien ne destinait à partager ce destin extraordinaire, relève lui aussi de l'inouï. Comme dans la tragédie grecque, c'est aussi un peu du sort de l'humanité qui se joue donc dans la barque des Haraga Maghriba. Bravo. Merci pour ce texte magnifique qui nous introduit donc à cette figure du Harrag. Pardon. Je remercie donc pour ce très beau texte sur cette figure du Harrag, qui est une très belle introduction du reste à ce que nous allons dire, où nous avons entendu donc aussi l'Odyssée, Édouard Glissant, la voix d'Édouard Glissant. Je vais passer tout de suite la parole sans transition à Kadim Djihad Hassan, qui, je crois, va faire aussi entendre un certain nombre de ses voix et de ses langages de l'exil. Oui, donc je reprends en une formule. L'exil, comme vécu, comme phénomène, comme situation, doit être historisé. Historisé, parce que le prendre comme ça, comme un sentiment global qui traverse la littérature, tout en gardant les mêmes constances, cela nous fait perdre l'essentiel, surtout par rapport à notre époque qui est très difficile et très brûlante, pour reprendre un mot de notre ami Mourad. Il y a une approche, si vous voulez, très balisée d'ailleurs, sur laquelle vous avez tous suffisamment de savoir, c'est l'exil dans le sens classique du terme. Hein. Comment on vit l'exil, comment on appréhende le travail de mémoire, comment on projette sur l'avenir, etc., etc. Je repasserai par là obligatoirement, mais l'exil tel qu'il est vécu de nos jours à travers le phénomène des réfugiés change, à mon avis, toutes les données. Il exigerait de nous tous une autre approche ou d'autres approches juridiques, administratives, littéraires, psychanalytiques, philosophiques, etc., etc. Ça bouscule tout. Pour la simple raison, là je parle sur le plan factuel, l'exilé d'aujourd'hui, ce n'est plus un Napoléon se trouvant sur Sainte-Hélène, ce n'est plus, si vous voulez, un Ovide ou un Ovidius se trouvant exilé par César parmi les populations alors ou jadis sauvages de la mer Noire, ce n'est plus un De Bellay, Joachim de Bellay, il y en a qui prononcent Joachim, mais ça c'est des problèmes de phonétique française, qui s'ennuyait à Rome, pourtant toute proche, et qui écrivait des framotesques que vous connaissez, et dont je citerai tout à l'heure un quatrain de textes les plus célèbres, des poèmes les plus célèbres. Non, l'exilé d'aujourd'hui, c'est un réfugié, plus ou moins bien accueilli. Vous avez vu qu'il a été refusé dans pas mal de pays, la Hongrie ou ailleurs. Heureusement, on n'est pas là en France, même si on parle de carence ou d'insuffisance dans l'accueil, dans les structures d'accueil, etc., etc. Il est donc un réfugié non garanti de trouver un bon accueil, mais c'est surtout un réfugié, un rescapé. Il a assisté à des massacres, il aurait échappé lui-même à la mort. Il y en a qui ont assisté eux-mêmes de façon impuissante, avec la plus totale impuissance, au meurtre, à la liquidation des leurs,
et à la destruction de leur espace premier, ce qui fait que la nostalgie perd de matière, perd d'objet, il se transforme sur le champ, d'art en deuil, parfois interminable, ou impossible. Le réfugié se trouve aussi parfois menacé dans tous les lieux, à tout instant, par le surgissement de son ancien geôlier qui le pourchasse jusqu'à l'Europe. Vous vous rappelez le phénomène de faux réfugiés qui, en Allemagne, ont allé agresser des femmes en se faisant passer pour des réfugiés. Et la police allemande elle-même dit que ce n'était pas de vrais réfugiés. Donc, il y a un état de siège permanent. Il y a une perte, il y a une glissade sur le réel qui fait que l'exilé d'aujourd'hui, ce n'est plus l'exilé qu'on connaît d'avant et qui vivait, si vous voulez, un drame personnel objectif très fort par ailleurs, mais qui n'a pas, si vous voulez, le même degré, n'est-ce pas, de danger, de risque permanent, de perte de tout repère. Et pourtant, les approches classiques de cet exil, que j'appelle l'exil classique, nous aident, si vous voulez, si nous rêvons de fonder une nouvelle psychanalyse, une nouvelle approche psychanalytique, une nouvelle phénoménologie de l'exil, pourquoi pas, une nouvelle littérature. Déjà, si vous voulez, les approches classiques nous aident beaucoup à inventer le langage adéquat et des approches plurielles, forcément plurielles et diverses de la situation. Ce qui fait que nous devons revenir avec beaucoup de respect et de gratitude à nos classiques. Je commencerai par deux Européens pour revenir après aux Arabes, puisque c'est de cela qu'il s'agit, c'est de l'objet de l'invitation. Voilà, donc si vous voulez, le texte le plus célèbre sur l'exil, outre des fragments, si vous voulez, de l'Odyssée ou d'autres, qui ont été par ailleurs très bien lus par mon ami Mourad, c'est, n'est-ce pas, c'est le sonnet de Joachim de Bellay, ou Joachim de Bellay. Je vais dire juste le contraire, le premier, parce qu'il fait, si vous voulez, pas vraiment polémique, mais il permet un échange. Quand il dit heureux, vous le connaissez sûrement par cœur tous, et toutes et tous, heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents le reste de son âge. Voilà donc dit à la fois, de façon concomitante, et la douleur d'exil, la nostalgie, n'est-ce pas, le travail mémorial, etc., l'espérance aussi, le regard et l'espérance ensemble, et puis en même temps postuler la possibilité d'un retour qui vient, si vous voulez, compenser, rétablir l'équilibre. Or, pour un philosophe comme Jean Kalevitch, c'est très beau, mais ce n'est pas la vérité. Pour lui, il n'y a pas de retour possible. L'exilé doit-il rentrer? C'est-à-dire, même quand il y a retour, ce n'est pas vraiment un retour. Et il prend l'exemple d'Ulysse. Il dit quand il est rentré, il s'est montré un peu ennuyé. Et Dante, avant Jean Kalevitch, il est allé plus loin. Il a fait dans sa Divine Comédie, excusez-moi, j'ai oublié le nombre ou le chiffre de chants, pourtant j'en suis le traducteur. Il le montre, Dante, Ulysse, repartant à nouveau vers l'exil. Repartant à nouveau vers l'exil parce qu'ils s'ennuyaient parmi les siens, mais surtout, et là Jean Kalevitch le formule très bien, ce n'est pas seulement l'ennui, c'est qu'il ne l'a pas trouvé. Et là, Jean Kalevitch touche très bien à l'essence, si vous voulez, de la nostalgie de retour, hypothéquée toujours. Il n'a pas trouvé son espace premier, son temps premier plutôt. Parce que l'exilé, quand il a de la nostalgie, ce n'est pas vers un espace premier. Ce n'est pas pour une terre des origines, c'est pour un temps qui aurait été, ou qui serait le temps de son enfance, de sa jeunesse, et qu'il ne retrouvera jamais. Il est spatialisé parce qu'il faut qu'il soit abordé à travers une terre, une demeure, un paysage, mais c'est surtout un temps que l'exilé regrette et qu'il ne retrouvera jamais. C'est cela qui, si vous voulez, propulse Ulysse et d'autres à repartir en exil. Et quand on voit aujourd'hui, et là je reviens à mon introduction, quand on voit que l'exilé, de nos jours les réfugiés, il quitte un espace qui n'est plus déjà, il l'a vu lui-même, se laisser détruire sous ses propres yeux, c'est là que j'appelle la perte de la matière même de la nostalgie qui fait que l'exil d'aujourd'hui est un exil vraiment de seconde force, si vous voulez, ou de seconde puissance. Alors, comment les écrivains et les poètes arabes ont appréhendé ces phénomènes d'exil, classiques ou non classiques, parce qu'il y en a qui étaient déjà, comme Mahmoud Darwish, le Palestinien par exemple, ils étaient déjà dans l'exil, je vous dirais, nouvelle manière, pour faciliter un peu l'approche, exil nouvelle manière. Les Arabes ont vécu ces phénomènes de nostalgie, d'exil permanent, même avant l'islam, parce qu'on a des traces de la poésie jahilite, c'est-à-dire la poésie pré-islamique, où le vécu du désert
invité à pas mal de déplacements, faisait qu'il était impossible de s'enraciner dans un lieu. Comme le disait le grand historien anglais Toynbee, il y avait dans la demeure désertique toujours sous-jacente la possibilité de départ. Ce qui fait qu'il y avait toujours des poésies de nostalgie. Les Arabes avaient un art qu'on appelle les provocateurs à la nostalgie. Il suffit par exemple d'être plus ou moins dans l'horizon du pays de la bien-aimée qu'on vient de quitter. Par exemple, elle est en Syrie et moi je me trouve au Liban. Il suffit que le vent souffle de côté de la Syrie pour que ce vent-là m'invite à dire un poème sur la nostalgie. Donc c'est le commencement, si vous voulez, par les phénomènes atmosphériques, par la matière, par les objets, par les qualités du paysage. Dans les époques suivantes ou ultérieures, il y a beaucoup de poésie d'exil et de nostalgie en Andalouse. Et dans 2 générations. La première, qui venait d'arriver, qui a fondé donc à nouveau l'empire omeyyade après qu'il ait été saccagé en Orient mis en sac par les Abbassides. Il a été fondé par un rescapé, un réfugié rescapé, qu'on appelle Abdurrahman le Premier. Les Arabes l'appellent Abdurrahman al-Dakhil, c'est-à-dire Abdurrahman le Conquérant. Il était lui-même poète. Donc il a échappé au massacre, il a vu son propre frère massacré par les Abbassides, il a traversé l'Euphrate à la nage, et puis d'un pays, un pays, il est arrivé en Andalousie. Une décennie après, il a fondé cet empire qui a duré, comme vous le savez, plusieurs siècles en Andalousie. Or, lui, il a vu un palmier dattier. C'était rare de trouver un palmier dattier qui donne des dates en Andalousie. Ça l'a rappelé tout de suite la Syrie dont il revenait. Et il dit, là je vous lirai, puisqu'il s'agit juste de 3 vers, en arabe et en français. Je me rappelle que le grand Borges, Jorge Luis Borges, le cite dans l'une des nouvelles de l'Alif, donc traduit admirablement par Roger Caillois. يا نخل أنت غريبة مثلي في الغرب نائية عن الأصل فابكي وهل تبكي مكممة عجماء لم تطبع على خبلي لو أنها تبكي إذا لبكت ماء الفرات ومنبت النخل. Bon, une traduction rapide. Ô palmier, comme moi, tu es étrangère, en terre d'Occident, loin de tes lieux d'origine. Pleure donc, mais comment pourrait pleurer un arbre bridé, muet et qui n'a jamais connu le chagrin, c'est-à-dire comme les hommes. S'il était en mesure de le faire, il pleurerait l'eau de l'Euphrate et les palmerait alentour. La deuxième vague de nostalgie, si vous voulez, dans la poésie arabe d'Andalouse ou d'Andalousie, c'est après la perte, n'est-ce pas? Après la perte, quand les Arabes, les musulmans et les Juifs se sont vus expulsés hors d'Espagne, ils ont reflué vers le Maghreb. Là, il y a eu aussi de grands exemples de poésie exilique et nostalgique. Je ne vais pas donner d'exemple parce que ce sera trop long. Pour revenir à la modernité, à cause des dictatures, il y a eu beaucoup de départs, si vous voulez, des déplacements, des poètes qui vont vivre dans un autre pays arabe ou en Europe. Et il y a si vous voulez, parmi les arabophones, parce que je dois citer aussi des francophones, n'est-ce pas? Si le temps me le permettra. Il y a 2 poètes emblématiques de cette poésie exilique ou nostalgique. Il y a l'Irakien Badr Shakr Sayab, qui est mort de cancer en 1963, il avait 38 ans. Et il y a le Mahmoud Darwish, le grand poète palestinien qui est décédé en 2008, et pour laquelle la Belgique m'invite à participer à un comité de pilotage d'une chaire universitaire et culturelle. Mahmoud Darwish, lié à l'université catholique de Louvain. Je vais aller donc le 4 juillet, peut-être on va faire quelque chose avec l'INALCO, si vous me permettez, bien sûr. Et donc, Sayab, parce que communiste, il a été chassé donc, de ses fonctions au port dans les fonctions portuaires à Bassoura, le port de son pays, l'Irak. Il s'est trouvé donc exilé au Koweït, qui faisait partie de l'Irak, était juste à côté, n'est-ce pas? Et pourtant, exactement comme Debellay et Joachim Debellay se sont exilés à Rome, lui, français, et l'Irakien a fondé vraiment une approche très importante de la poésie d'exil au Koweït, et il était, et ça c'est très important, ouvert à la souffrance des gens à la fois dans son pays d'origine, l'Irak, et dans le pays dérivé, qui était le Koweït. Comme quoi, le devoir d'exiler, c'est cela, c'est vivre dans l'ouverture, c'est ne pas ressasser, ruminer le passé, c'est aussi une ouverture au paysage où on se trouve.
Donc je vais lire quelques vers de lui en français. Il interpelle donc la bien-aimée laissée en pays d'origine. Il dit, sais-tu bien, quelle tristesse est dans la pluie, quand les pluvieuses gouttières sous la menthe, et que le solitaire en elles se sont perdus. La non-cessante pluie, la semblable au sang versé, à toute femme d'inassouvie, à l'amour, aux enfants, aux morts. Vers le golfe, je m'écrie, au golfe, au donateur de perles de nacre et de mort. L'écho répond comme un sanglot, au golfe, au donateur de perles de nacre et de mort. Là, elle fait allusion, si vous voulez, aux chasseurs de nacre qu'il voyait au Koweït et ailleurs, qui chassaient alors avec les moyens de bord, n'est-ce pas, et qui mouraient souvent, ou mouraient très jeunes, si vous voulez. Pour Mahmoud Darwish, là, on peut sophistiquer un peu plus, parce que là, c'est une approche très romantique, peut-être, de l'exil. Darwish, avec lequel j'ai eu l'honneur de travailler pendant 15 ans, j'étais responsable des pages étrangères dans sa revue Al-Carmel qu'on rédigeait à Paris, qu'on préparait à Paris après son 12e exil, parce qu'il a dû quitter la Palestine à cause si vous voulez, de sa militance et du fait qu'il était souvent mis en prison par les Israéliens. Et puis il était là à Beyrouth. Après l'invasion israélienne de Beyrouth en 82, il est venu, il a passé sa vie entre Chypre et Paris. Donc là, je termine sur Darwish, ce qui nous ramène vers la modernité la plus proche, n'est-ce pas? Donc Darwish, après avoir écrit une poésie, si vous voulez, militante ou nationaliste sur la Palestine, sur la libération, une poésie un peu datée, avec sa culture étrangère, en arrivant à Paris, il a élargi le paysage, il s'est identifié au peau rouge, il a repris la thématique andalouse et il a écrit une poésie très universelle qui répond, à mon avis, à l'injonction de Jacques Derrida, que nous avons traduit d'ailleurs et publié dans sa revue, comme quoi toute blessure n'est pas vécue authentiquement s'il ne permet pas de dire d'autres blessures. Toute date, que ce soit la Shoah ou autre date, n'est pas vraiment poétiquement ni philosophiquement appréhendée si on ne laisse pas place pour d'autres dates pour venir s'inscrire. C'est pourquoi je crois l'élargissement de Darwish dans sa thématique dernière très important et inviterait à beaucoup de travail. Peut-être elle le fera avec vous et Bruxelles à une autre occasion. Merci beaucoup. Merci Kadim. Je crois que la présentation initiale d'une autre forme d'exil aujourd'hui, dans le contexte politique tout à fait particulier, avec cet exilé qui vit aussi dans une ère dans une patrie où il arrive, dans une nation où il n'est pas légitime, où il est sous l'ère du soupçon quelque part et de la preuve, avec un langage qui va être souvent tordu, du coup, celui qu'on lui demande. C'est des éléments tout à fait importants et je crois que la traversée que vous nous avez fait faire à travers des langages d'exil un peu plus anciens mais aussi très modernes nous rapproche de ces questions. Alors, puisque vous avez beaucoup parlé de nostalgie, moi je vais rebondir là-dessus pour passer la parole à Nisrine Alzaré à partir d'un texte tout à fait magnifique qui avait été écrit à l'époque par Barbara Cassin et qui nous dit cette chose: la marque de l'exil, c'est la transformation du rapport à la langue. L'exil dénaturalise la langue maternelle. Et je crois que c'est une question qui a été la vôtre directement dans cette expérience de l'exil. Merci. Dieu merci, je suis un peu dans l'historicité de Kazem. Donc je ne vais pas m'éloigner de la particularité de l'exil d'aujourd'hui. Je dois m'excuser en avance, mon texte est truffé d'interférences et c'est une partie du jeu. L'altérité linguistique à l'exil dépend grandement du vécu de chacun. Il y a un exil et un exil, comme on dit en arabe. L'exil joyeux et pleinement choisi de Nancy Houston, par exemple, la romancière canadienne, à titre d'exemple, n'est évidemment pas celui de quelqu'un avec une histoire douloureuse derrière, pour qui la langue de l'exil forcé reste impénétrable, ou disons étrangère volontairement. L'exil douloureux de quelqu'un qui maîtrise déjà la langue d'accueil n'est pas la même de quelqu'un qui ne maîtrisait pas auparavant la langue d'accueil. Tout est singulier dans cette expérience ou dans cette traversée linguistique. J'ai parlé à 2 occasions, à l'INALCO et à Paris Diderot, Paris 7, de ma propre expérience de l'exil.
et l'altérité linguistique. Aujourd'hui, je souhaite compléter cette série par un fragment qui parle du silence dans la langue et l'exil. Le silence comme une des manifestations de l'interlangue. L'interférence en étant une autre manifestation. Je voudrais aussi parler de la relation à l'autre, grand A, dans l'échange linguistique, entre natifs et allophones, et de la liberté que fournit l'allophonie à l'étranger. Silence. Les femmes et les hommes en gilet orange à Saint-Lazare sont fascinants. Les gardiens des portes de wagons du métro. Ils gagnent leur vie, enfin j'en suis pas sûre, je le suppose, en ne disant rien. Ils pourraient s'efforcer de poser 2 mots, reculez s'il vous plaît, seulement s'ils le souhaitent. La non-parole est très séduisante quand tu es trahi par les langues qui n'ont pas pu relater ta douleur. Ces gens ne font rien. Ils n'empêchent personne de se suicider, car cette tâche est confiée aux portes électroniques. Ils exécutent le silence, la non-parole, tranquilles dans leur monde intérieur ou antérieur. On m'a dit que c'est un fantasme féminin d'exécuter sans parole. Moi qui ai choisi de travailler en linguistique, en langue et parole. L'exécution accompagnée de gestes artisanaux ou techniques, comme un agent de propreté, c'est la rébellion extrême. De se refuser l'entrée en jeu de la parole et l'entrée dans la soumission au désir de l'autre, dans son propre langage. Pratiquement, cela signifie la modélisation, ce qu'il faut dire ou ne pas dire, écrire des lettres dites de motivation pour trouver du travail, échanger sans arrêt ta propre histoire, en vain. Les gens en gilet orange défient la parole divine qui a ressuscité Eliazar, Saint-Lazare, par le silence. Le silence qui, fort probablement, ne ressuscitera personne. L'interlangue, un soi entre deux. Être entre 2 langues, c'est profiter. Mais le mot profiter en français, parler, est un fourre-tout très grossier à mon goût. Profiter des vacances, profiter de ses propres enfants, profiter de la situation. Et c'est le même radical de profit commercial. En arabe, c'est plus nuancé et plus raffiné, j'ai l'impression. Il y a la racine de la jouissance, muta, yastamta et tout ça, et du bien-être, desquels on dérive profiter de ses enfants et profiter des vacances. Une autre racine pour parler des profits commerciaux. Et encore une autre pour parler de l'investissement. Affiner celle-là avec le mot fruit, yastatmer. Quand je dis alors profiter de l'interlangue, je parle là avec ma racine de jouissance. Je jouis de l'interlangue, une espèce de boudoir à soi. Quand je suis arrivée à Paris en 2014, on m'a conseillé de voir quelqu'un, car je n'étais pas bien. J'adore cette expression, voir quelqu'un, qui veut dissimuler un tabou qui n'est pas tabou pour moi. Dit comme ça, dans une langue étrangère, psychologue, psychiatre, psychanalyste, ça ne veut rien dire, hein. Ce n'est pas un tabou. Bref, pour voir quelqu'un, j'ai préféré que la personne soit arabophone. Car la parole devrait sortir de la source, n'est-ce pas? Pendant des mois, je n'ai pas pu faire sortir un mot en arabe. Tout se passait en français. Le français constituait une carapace contre trop de douleur. J'ai toute l'intelligence pragmatique pour l'usage de cette langue, mais pas l'affect paralysante. Quelle liberté! Un outil, dans le sens froid et premier du terme outil. On peut se percevoir avec cet outil. Pousser la langue maternelle trop chargée à distance.
Pour cela, on s'impose de s'enseigner sa propre étrangeté dans la langue d'accueil. On ne peut pas être trop intime avec la langue d'accueil. En même temps, il faut la maîtriser et la regarder de loin. Je profite de l'interlangue, et là je choisis la racine qui signifie profiter de la situation. Le récepteur, dont sa langue maternelle est ma langue d'accueil, s'est programmé à plus de tolérance avec mon étrangeté. Je pourrais alors faire des glissements lexicaux, calquer des métaphores de chez moi, inventer des néologismes sans me soucier du regard de l'autre grand A. Il y a moins de gêne entre nous, car on ne partage pas la langue maternelle. Cet espace est légèrement troublant pour l'autre et confortant pour moi. Mais pas de perversion dans cette inégalité à ce stade. La perversion commence quand l'accueillant estime que toute production linguistique de l'étranger, artistique ou non, est recevable puisque son auteur est étranger. Le calque de la langue maternelle, je ne sais pas si je trouble le genre, c'est la calque ou le calque. Le calque de la langue maternelle, c'est bien. Dans la langue maternelle est une quête identitaire, qu'on le veuille ou pas. Comment s'interdire d'itérer des formules de politesse à chaque échange linguistique quand on est de ce levant dit triste? C'est presque une trahison à ma grand-mère. On a tout perdu. La langue est un bien virtuel, une lueur d'une terre de non-perte avec grand P, qu'on s'acharne à préserver avec acharnement. Voilà, double acharnement. Mais la perte ressurgit à travers sa propre progéniture, quand ses propres enfants commencent à ressentir l'intraduisible entre les deux langues, s'approchent plus de la langue d'accueil, commencent à confondre les voyelles longues et les voyelles courtes dans l'écriture arabe, on baisse les bras en face de la perte. Et on se surprend, sourire, malicieusement, quand tout d'un coup, son propre enfant confond entre commandé et condamné en français. Une dernière trace d'interférence avec l'arabe qui compte trop sur les 3 consonnes. Voilà. Bravo. Merci beaucoup, Nisrine. Avant de donner la parole à la salle, j'aimerais qu'on rebondisse sur cette question d'interlangue que vous posez de manière très belle dans votre expérience aussi intime et jusqu'à dans votre expérience de transmission finalement à vos propres enfants. Et je me tournerai vers Mourad pour lui poser cette question d'une langue. Est-ce qu'il n'y a pas toujours la nécessité finalement pour l'exilé de se trouver dans un entre-deux langues ou de trouver une nouvelle langue ou de trouver une langue tiers? Et est-ce qu'on n'est pas toujours dans cette question de l'entre-deux ou comment vient se poser cette question autour d'une littérature qu'il connaît beaucoup, enfin qu'il connaît bien, hein. C'est une question à la fois très intéressante et très embarrassante parce qu'il faudrait beaucoup de temps pour y répondre. Je vais essayer d'être bref. Je pense qu'effectivement, la situation de l'exil est une situation privilégiée pour le créateur parce qu'effectivement, il doit mettre en place de manière plus ou moins violente, de manière plus ou moins pacifique, de manière plus ou moins passionnée, quelque chose qui effectivement relève pour moi fondamentalement de ce que j'appelle l'expérience du métissage ou du métis. Alors après, la question, alors sur le plan strictement littéraire, on peut élargir le débat en se demandant, d'abord en constatant que fondamentalement, l'exil comme thématique, mais aussi l'exil comme expérience d'écrivain
est très ancienne. On parlait tout à l'heure de Du Bellay, mais il n'est pas le seul. Donc les romanciers, les créateurs, et en particulier je parle de la région que je connais, c'est-à-dire le Maghreb, ont effectivement une très longue expérience du déplacement, j'allais dire. Mais au fond, est-ce que cette problématique n'est pas au cœur même de la création littéraire tout court ? Est-ce qu'on ne pourrait pas citer dans les différentes littératures du monde des exemples de très grands écrivains qui n'ont jamais véritablement bougé de chez eux, mais qui avaient le sentiment de l'exil parce que précisément, ils inventaient une langue qui était à la fois la leur et qu'ils travaillaient à partir d'un matériau linguistique qui était celui de leurs compatriotes, mais dans lequel ils étaient obligés d'inventer leur propre individualité et leur propre univers. Donc je crois que fondamentalement, cette expérience de l'outre-langue, si on peut l'appeler comme ça, c'est une expérience que tous les créateurs font nécessairement. Je pense en particulier aux très grands créateurs, nécessairement. Donc je crois qu'effectivement, mais ceci étant, j'aime beaucoup, et je pense que ma voisine a mis le doigt sur quelque chose de fondamental, parce qu'il y a effectivement cette langue et il y a tous les silences que cette langue doit contenir nécessairement. Et là, on rejoint évidemment une problématique qui nous est familière, en particulier à l'INALCO peut-être, mais pas uniquement, qui est cette notion d'intraduisible ou cette espèce de difficulté ou de résistance que tout texte littéraire doit manifester à un moment ou à un autre. J'appelle ça les points de tension, qui sont les endroits du texte où fondamentalement on bascule, où au risque, l'écriture ou la création doit basculer vers autre chose qui est le silence. Et au fond, j'aime beaucoup citer cette métaphore, cette parabole d'un moine chinois qui faisait de la peinture, et on sait que chez les Chinois, la peinture, c'est aussi une forme de mysticisme, de pratique mystique, et son disciple se rendait compte qu'au fur et à mesure que le temps passait, il y avait de moins en moins de choses sur la toile. Et un jour, il était tellement angoissé qu'il pose la question à son maître. Il dit, mais maître, jusqu'où allez-vous aller? Je ne comprends pas, je suis très inquiet pour vous. Et il lui dit, je m'arrêterai le jour où j'aurai mis le monde dans un point. Et je pense il ne voulait pas effrayer son disciple, parce que je pense qu'il voulait en fait dire, je m'arrêterai le jour où j'aurai la toile blanche. Voilà. Donc c'est véritablement là, je crois, Ou prolonger un peu Mourad. Je ne pourrai pas le faire aussi brillamment que lui, mais disons que cette question de la langue est très essentielle pour les poètes, surtout les poètes qui se trouvent en déplacement ou en exil. Vous vous rappelez la fameuse phrase de Hölderlin quand il dit « En exil, nous avons failli perdre, ou peut-être nous avons perdu, la langue de nos mères ». Il ne dit pas nos langues maternelles, il dit la langue de nos mères, c'est-à-dire Muttersprache. Rilke aussi, un autre poète de langue allemande, avait cette obsession, c'est la peur de perdre la langue. Oublier complètement la langue, mais la langue dans sa richesse, la langue poétique, la langue dans laquelle il a toujours voulu écrire. Ce qui fait qu'il était toujours auteur des dictionnaires, de mal remplis de livres, etc., etc. Et ça, nous aussi, en toute proportion gardée, bien sûr, les jeunes émigrés. Toujours, on venait avec nous, on ne portait pas avec nous des vêtements, très beaux vêtements, mais surtout des livres. Des livres, croyons naïvement qu'en France, on ne trouvera pas de livres d'ouvrages arabes. Bon, maintenant, si vous voulez, Internet, les paraboles, etc., permettent qu'on écoute l'arabe autant qu'on veut tous les jours. Mais avant toutes ces inventions, il y avait que les livres. Ce qui faisait que les livres, le rapport à la colonie, ou à la diaspora. On cherchait à voir nos compatriotes, même si on s'ennuyait, même si on n'avait rien à se dire, juste pour écouter ce que Barthes appelait le bruit de la langue. Et ça fait partie, si vous voulez, de toute une déontologie du vécu exilique. Sur lequel, je termine là-dessus, Édouard Saïd, dans le sillage d'Adorno, Minima Moralia d'Adorno, et l'intellectuel et le pouvoir d'Édouard Saïd, qui prolonge les thèses d'Adorno, ce sont deux ouvrages vraiment capitaux pour comprendre ce que pourrait être une éthique d'exilé ou une déontologie exilique. Comment sauvegarder la langue, comment être toujours critique mais jamais cynique, comment être de l'institution sans être par rapport à l'institution dans un rapport servile, comment être toujours créatif, voilà l'invention comme norme et comme loi. Merci.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle autour de ces questions des langues, de l'exil et de l'expérience exilique à travers la langue, donc, comme on vient de le proposer? Attendez. Les deux titres des livres que vous nous venez de nous recommander chaudement. Oui, vous voulez que je les répète? Oui. Avec plaisir. C'est Adorno pour l'un. Oui. Excusez-moi, madame. Excusez-moi, je vais peut-être parler vite. Donc, c'est Minima Moralia. Donc, morale minimale, si vous voulez. Minima Moralia, d'accord. Voilà. Et puis, l'intellectuel et le pouvoir. Il est publié chez Actes Sud. Le premier, il est publié, je crois, chez Payot. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir. Moi, j'ai une petite question pratique par rapport à la langue maternelle ou la langue des mères, parce que ça me préoccupe aussi, puisque j'ai eu mon enfant en France en tant que Syrienne. Et comment je peux, surtout pour les enfants qui naissent ici, ça vient d'où la langue maternelle? Est-ce que ça vient de la société ou c'est mieux de dire donc langue des mères et ça vient de la mère vraiment et du lait donné à l'enfant? Hala, tu veux une réponse technique, scientifique ou poétique, affective? Poétique, philosophique, tout. Non, mais linguistiquement parlant, ça dépend du contexte. Donc, dans une diaspora, ça vient des mères et des parents. Mais ça continue dans le diaspora et à l'étranger. Est-ce qu'on peut dire que les enfants, ils ont une... Selon les anthropologues, c'est une composante identitaire qui disparaît forcément, pas comme l'art culinaire, par exemple. La cuisine résiste, pas la parole. Mais synchroniquement parlant, pour une génération, ça dépend de la volonté des parents. C'est-à-dire qu'il faut parler systématiquement et exclusivement la langue maternelle avec l'enfant à la maison. Et lui, il comprend très bien cette division de contexte, donc contexte parental maison et contexte à l'extérieur. L'observation a montré que les mères le font mieux que les pères. C'est vrai, hein, il y a beaucoup de Syriens, d'Irakiens et qui trouvent beaucoup de mal de parler la langue maternelle avec leurs enfants. J'ignore pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà, est-ce que j'ai avancé des éléments de réponse? C'est un contexte aussi très politique. On sait à quel point la question du bilinguisme s'oppose dans les petites écoles. Alors parlez, s'il vous plaît, la langue maternelle à vos enfants. C'est capital. C'est une richesse et valorisation. Bonsoir. J'ai une question qui n'est pas vraiment, c'est pas vraiment une question très claire, mais c'est plus l'envie de vous entendre peut-être dire un mot sur... Oui, je vais essayer. Sur peut-être, vous parliez de jouissance du silence, le côté positif et fertile de cette entrelangue. Et justement, peut-être, c'est un peu bizarre de dire ça, mais ce qu'il y aurait de positif dans l'exil, ou la richesse de l'exil qu'on ne peut pas trouver ailleurs, justement, parce que justement il y a une espèce de perle de silence. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'habite et c'est pas vraiment une question, mais j'avais juste envie de vous entendre peut-être dire d'autres choses, parce que vous avez fait le lien avec la méditation aussi, le fait que ça amène vers une certaine méditation ou compréhension du monde. Et voilà, voilà, c'est pas vraiment une question, mais je sais pas trop comment vous entendre là-dessus, vous provoquer là-dessus. Vous voulez qu'on... J'ai pas compris, en fait. Vous voulez qu'on développe cette question de silence? C'est ça, et peut-être, est-ce que dans, justement, l'expérience exilique, il y a quelque chose qui peut pas se faire ailleurs pour pouvoir, justement, aller vers cette chose précieuse qu'est le silence, en fait? J'ai pas alors pour le silence, j'ai pas vraiment de jugement de valeur. Je suis très neutre, donc je fais une description de ce qui se passe en réalité. Parfois, le silence est un désespoir aussi. C'est-à-dire ne pas s'inscrire dans la parole, c'est un désistement parfois, pas nécessairement positif. Ça dépend de l'expérience. En même temps, c'est vrai que, de mon point de vue, quand on est
dans sa propre culture et dans son propre pays, surtout dans les nôtres. Je parle du mien, donc je parle de l'Algérie en particulier, mais c'est valable, je crois, pour les pays du Sud. Il y a beaucoup de bruit et nous sommes complètement absorbés par le bruit des nôtres. Je dis des nôtres. Et quand nous parlons, nous sommes en général sommés de parler, de nous joindre au bruit. Il est rare que nous ayons la possibilité de faire silence, parce que le silence est mal pris dans nos sociétés. Donc c'est vrai que l'exil est peut-être la première expérience réelle où on est vraiment confronté au silence, mais un silence qui peut être effectivement très douloureux, mais qui peut être aussi, je crois, une source de remise en cause et peut-être aussi de création. Simplement sur le silence et la langue, c'est comme une partition de musique. Je veux dire, il y a les silences en musique et la langue, c'est un chant. Alors, est-ce qu'on peut dire que la langue maternelle, c'est le chant de la mère, le chant du père aussi? Voilà, c'est les silences, la langue, quand on l'entend. Et je sais que moi, je suis partie très jeune d'Égypte, donc je ne parle pas l'arabe, mais il y a des mots, et j'entends en français le mot en arabe. Donc mais ça fait ce temps-là du silence qui est l'espèce de réverbération du son, quand même. Voilà. Beaucoup de choses que nous évoque le silence, hein, peut-être aussi la pudeur, peut-être aussi dans le silence le souffle, avant même la voix et avant même la parole. Hein. Voilà, donc on peut peut-être finir cette table ronde autour de cette image. Merci de nous avoir apporté tout ce périple à travers les langues et les poésies de l'exil. Merci beaucoup. Bravo.